Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 1er juillet. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. Des véhicules de la caravane publicitaire du Tour de France ont fait escale à Monaco ce matin. Tour de France dont le départ est prévu ce samedi. Direction Paris, le ministre des Relations extérieures et de la coopération y était en déplacement, notamment pour participer à la cérémonie d'ouverture du 9e congrès pour l'abolition de la peine de mort. Le MEB vient d'organiser son traditionnel rendez-vous des adhérents, l'occasion de présenter sa saison à venir avec des nouveautés que vous découvrirez dans ce journal. Notre invité sera le nouveau directeur de l'Hôtel Hermitage, Guillaume Ranvier. Et enfin, la présentation de la première soirée du Théâtre du Fort-Antoine, une pièce sous forme de direct radiophonique consacrée à Jeanne d'Arc. Mais avant de développer ces titres, voici quelques informations supplémentaires concernant la tentative d'assassinat de lundi soir avec le sac piégé. Le parquet général a fait savoir que l'enquête se poursuit avec l'appui des autorités françaises. Le mineur, une des 3 victimes, a pu être entendu en France, mais les 2 autres ne sont toujours pas en mesure de l'être. L'état de santé de la personne qui était en urgence absolue n'est pas stabilisé, son pronostic vital reste engagé. L'exploitation de tous les scellés est en cours, notamment concernant l'engin explosif, et l'identification de la personne l'ayant déposé sur les lieux. Une personne étrangère a été interpellée à Monaco dans la matinée et placée en garde à vue. Après vérification, cette mesure a été levée en début d'après-midi. On change de sujet. À 52 jours du départ de la Vuelta, 3 véhicules de la caravane publicitaire du Tour de France ont fait escale à Monaco ce matin. Un avant-goût du Tour d'Espagne, mais aussi une opération de promotion de la principauté et de son engagement en faveur de la préservation des océans. Voyez ce reportage de Gaëtan Lebrun, Hugo Comaza et Alexandra Paolini. 3 véhicules aux couleurs de la Vuelta ont sillonné les rues de Monaco cet après-midi. Partis de la place du Casino, ils ont rejoint le Palais Princier. Un parcours symbolique pour lancer la promotion du Tour d'Espagne à 52 jours de son grand départ, ici en Principauté. Et c'est vrai que le Tour de France, c'est une vitrine extraordinaire pour le sport cycliste. Et comme la Vuelta, c'est un des 3 grands tours mondiaux, on ne pouvait pas rater ça. Donc on s'est permis de demander l'autorisation à ASO de participer à la caravane du Tour de France. Mais c'est vraiment pour vanter les mérites de la Principauté notamment, et surtout d'attirer le plus grand nombre de spectateurs en Principauté dans un mois et demi. Pour l'occasion, les voitures arboraient également les couleurs de la Fondation Princesse Charlène et de la Fondation Prince Albert II, mettant en avant un message commun, la protection des océans et de l'environnement. Le sport cycliste reste un des sports les plus propres au monde. Je parle des qualités techniques et mécaniques, bien entendu, à la différence d'autres sports. Donc c'est l'environnement, y compris pour le Tour de France d'ailleurs, est très important. Et nous, on a fait le lien forcément entre la politique gouvernementale et du souverain au sujet de l'environnement et de la protection des océans. Je crois que c'était l'occasion de montrer que Monaco, c'est pas seulement le pays des voitures de luxe et des bateaux de plaisance, mais c'est aussi la mer. On a une façade maritime importante, même si on est un pays côtier, mais on a une façade maritime importante depuis les origines. Et il faut le dire, il faut que les gens le sachent. Un avant-goût de la Vuelta, avant que les regards du monde du cyclisme ne se tournent dans quelques semaines vers la Principauté. En tennis, Hugo Nys est rentré dans le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon. Le représentant monégasque vient de se qualifier en double avec Roger Vasselin pour le second tour en battant une paire britannique 6-2, 6-4. Sport toujours, ça bouge du côté de l'ASM Football Club avec des arrivées et des départs pour ce mercato. On commence par les arrivées. Le joueur portugais venant du Cercle Bruges, Flavio Nazinho, a été acheté 5 millions. Il vient de signer un contrat de 4 ans. Il est âgé de 22 ans. L'AS Monaco a annoncé également la levée de l'option d'achat d'Ansu Fati, arrivé en prêt lors du précédent mercato estival, en provenance du FC Barcelone. L'attaquant espagnol de 23 ans s'engage pour 4 saisons avec le club de la Principauté. Et concernant les départs, Caio Henrique, le défenseur international brésilien, a signé pour 5 ans à l'Ajax d'Amsterdam. Il évoluait sur le Rocher depuis 6 ans. Le départ libre de tout contrat de Crépin Diatta a été officialisé par l'ASM ce mardi après 5 saisons au club. Et enfin, l'AS Monaco annonce le nouveau prêt du latéral gauche Vali Konaté au Cercle Bruges pour la saison 2026-2027. Pendant plusieurs jours, le ministre des Relations extérieures et de la coopération était à Paris afin de travailler sur de nombreux sujets. Hier, Isabelle Béraud-Amadei a notamment participé à une réunion en lien avec l'Union européenne, mais également à des échanges interministériels sur la francophonie. Entre-temps, elle a également assisté à la cérémonie d'ouverture du 9e congrès pour l'abolition de la peine de mort en compagnie de nombreux ministres étrangers. Le reportage de nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry.
Près de 1300 personnes, 130 nationalités étaient présentes lors de la cérémonie d'ouverture du 9e congrès mondial contre la peine de mort. Après Berlin en 2022, le congrès pose ses valises à Paris, au cœur de la maison de la radio et de la musique. De nombreux ministres, des magistrats et des militants du monde entier étaient présents pour l'occasion. Lors de ce congrès, on arrive à obtenir l'engagement de ministres de la Justice du monde entier d'avancer dans la marche vers l'abolition universelle de la peine de mort. Et donc les ministres que vous avez pu entendre ce matin sont venus annoncer l'abolition de la peine de mort pour le Liban, l'accueil du prochain congrès mondial pour le Maroc et pour un certain nombre de pays, la ratification de l'OP2. L'OP2, c'est-à-dire le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Par la présence d'Isabelle Bérois-Madéi, de l'ambassadeur de Monaco en France accompagné par son bras droit, la principauté a souhaité contribuer à cet événement tant elle est attachée à cette lutte. Monaco, effectivement, est historiquement finalement en pointe, on ne le sait pas toujours, mais dans ce domaine, puisque la peine de mort a été abolie dans la Constitution depuis 1962. Et de fait, ça en fait le 10e pays à avoir aboli la peine de mort pour tous les crimes. Un choix effectué bien avant la France, car cette abolition remonte à 1981, impulsée par Robert Badinter. Hier soir, le Méridien Beach Plaza a accueilli le rendez-vous des adhérents du MEB, où il a été question de la présentation du programme du Monaco Economic Board. L'ensemble des adhérents s'est réuni pour découvrir une nouvelle saison qui promet plusieurs surprises. Reportage Christina Petit-Homel et Lionel Bernardi. Adhérents, partenaires et professionnels ont répondu présents pour cette grande messe annuelle du MEB. Au programme, le bilan de l'année écoulée et les grandes lignes de la saison à venir. On va d'abord partir en Slovénie, ensuite on va surtout préparer la Chine, ça va être le très gros déplacement. Alors tout ça, c'est avec Invest Monaco, la cellule du gouvernement, qui est l'ancienne cellule attractivité, qui s'occupe maintenant à nos côtés et complètement en total partenariat, en totale symbiose avec le MEB de tout ce qui est économie de la principauté, attractivité de la principauté. Et nous sommes, nous aussi, en train de préparer de grands changements. Une programmation qui s'avère d'ores et déjà riche et en plus, une surprise serait réservée pour la rentrée. On change de nom, alors on ne change pas vraiment d'attribution parce que historiquement, le Monaco Economic Board a toujours été la chambre de commerce de la principauté de Monaco, mais nous allons renforcer encore notre rôle de chambre de commerce. Nous allons devenir la chambre de commerce de Monaco, en anglais Monaco Chamber of Commerce, et nous allons être, je dirais, encore plus près de nos adhérents. Aujourd'hui, on en rassemble plus de 300, probablement autour de 400, et tous ces adhérents sont là, pourquoi ? Pour voir que Monaco a toujours un dynamisme économique absolument incroyable, animé par le Monaco Economic Board, puisque pendant quelques temps, nous serons encore le Monaco Economic Board, bien sûr. Mais qui dit MEB dit aussi tourisme, et sa question était au cœur des échanges. Monaco devient de plus en plus intéressante et le tourisme se porte bien. Nous, comme agence de voyage, c'est vrai qu'on travaille de deux côtés, soit pour faire venir les gens à Monaco et découvrir toute la beauté de la Côte d'Azur et surtout de Monaco, et aussi s'occupe de faire partir les gens dans le monde entier. C'est la culture et l'histoire de Monaco, donc c'est la visite du Rocher et c'est les musées qu'il y a à Monaco. Et après, tout le monde veut découvrir la vie de VIP de Monaco, les voitures, le Grand Prix, le tennis et tout ce que Monaco offre. Une attractivité portée notamment par le MEB qui compte aujourd'hui près de 400 adhérents, preuve que l'attractivité de la principauté ne se dément pas. Il a ouvert ses portes en 1896. Entre son jardin d'hiver et sa salle Belle Époque, l'hôtel Hermitage est un des plus beaux palaces de la principauté. Pour parler de ce lieu emblématique et de son évolution, nous sommes avec son nouveau directeur général. Guillaume Ranvier, bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, vous êtes le nouveau directeur général de l'hôtel Hermitage depuis le mois de janvier. Quel est votre cursus ? D'où venez-vous ? Vous êtes passé, je crois, par Paris et Cannes notamment. Oui, absolument. Un parcours hôtelier de maintenant près de 25 ans, dans le sud de la France, à plusieurs reprises par ailleurs, Paris, et puis Moyen-Orient et quelques pays d'Europe aussi, donc riche d'expérience en restauration initialement, et puis sur la partie hébergement pour arriver jusqu'à la principauté et puis avoir l'honneur
de prendre la direction de cette icône de l'hôtellerie internationale qui est l'hôtel Hermitage. Alors justement, une réaction par rapport à cette nomination, ça s'est fait comment ? C'était dans un premier temps une très grande fierté, puis je suis extrêmement reconnaissant à la SPM d'avoir choisi un profil comme le mien. C'était un choix qui était audacieux au regard de mon parcours, mais ça me remplit d'une responsabilité assez forte d'accompagner l'hôtel dans ses projets de rénovation et puis de l'inscrire dans un futur que l'on souhaite brillant. Qu'est-ce que représente cet hôtel, vous l'avez dit, mais peut-être la principauté plus particulièrement pour vous ? La principauté aujourd'hui est reconnue, je pense, par son style de vie, par son positionnement luxe, par la clientèle qui la fréquente. Et j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer des clients que j'avais à Paris dans l'établissement où je travaillais précédemment. Et c'est un écosystème qui tourne autour des grands établissements hôteliers, restaurants également. Et on s'inscrit complètement dans une destination extrêmement attractive, et c'est ce qui m'a aussi convaincu de rejoindre la principauté et puis l'hôtel Hermitage. Alors étant arrivé en janvier, vous avez déjà fait un premier semestre, quel est ce bilan des 6 mois vous concernant ? Ça a été 6 mois assez intenses, pour être très, très honnête. À chaque fois qu'on change d'environnement et de région, il y a toujours cette phase d'acclimatation, et puis prendre en main un bâtiment comme un hôtel, comme l'hôtel Hermitage, avec ses 259 clés, qui est dans un programme de rénovation, qui a de nouveaux points de vente en ouverture. C'est d'une intensité assez importante, et puis de se familiariser aussi avec l'écosystème qui nécessite toujours du temps également pour pouvoir bien comprendre les dynamiques et puis les relations que peut avoir un hôtel dans la communauté locale. Donc je reconnais que c'était 6 mois très intéressants, très enrichissants, extrêmement motivants. Et on espère dorénavant pouvoir justement, après avoir passé tous ces mois, commencer à construire et puis commencer à mettre en avant tous les beaux projets qui sont en cours. Alors justement, quels sont ces projets ? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs, des projets à réaliser ? Alors les projets, il y a des rénovations que j'évoquais au cours de l'interview un petit peu plus tôt, qui s'inscrit sur 6 phases, jusqu'à d'une quarantaine de chambres à chaque période basse de l'année. On a le bar Gustave qu'on a ouvert juste avant le Grand Prix, 2 jours avant le Grand Prix. Alors parlez-moi justement de ce bar, j'allais vous poser la question, parce que c'est nouveau, c'est sous la coupole, c'est pour les amateurs de cocktails. Qu'est-ce que le bar Gustave ? On a cette incroyable verrière Eiffel, côté jardin d'hiver, qui était donc qu'une partie de la clientèle profitait réellement s'ils résidaient dans cette aile de l'hôtel. Et on a voulu la mettre en avant en lui donnant un nouvel écrin, et on a profité justement du fait de revoir un peu les espaces restauration, d'y installer un bar, pour pouvoir justement donner une excuse à la clientèle de pouvoir profiter de ce chef-d'œuvre, tout en étant un lieu de rencontre pour les monégasques et pour la clientèle de l'hôtel, dans un cadre qui soit exceptionnel, qui soit une transition entre l'héritage, l'identité et l'histoire de l'hôtel, et en même temps de la modernité avec un design audacieux de Shirin Zirak, et le cocktail est est la meilleure excuse pour pouvoir se retrouver. Donc c'était le lieu parfait pour avoir ce bar Gustave, qui est justement en référence à Gustave Eiffel. Guillaume Ranvier, le nouveau directeur général de l'hôtel Hermitage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien, merci beaucoup. Et puisque nous venons de parler du bar Gustave, découvrons le plus en détail dans ce reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comasa. C'est sous l'emblématique coupole Eiffel que se niche le Gustave. Le nouveau bar de l'hôtel L'Hermitage transporte ses clients dans un salon bourgeois style Belle Époque. Son barman parvient à satisfaire tous les amateurs de cocktails avec des créations signatures.
Mon rôle actuellement ici, c'est de pouvoir travailler sur le côté R&D un petit peu du bar, donc recherche et développement. Donc je suis là pour tout ce qui est création de cartes. Ça peut être sur des tempéraments qu'on a avec nos collaborateurs, des choses qu'on a en commun, la météo, des parfums, des odeurs, une nostalgie aussi des fois de moments peut aussi donner envie de créer. Et généralement aussi des gens aussi qu'on idolâtre, qui font d'excellents boulots, que ce soit sur de la recherche, développement en boisson ou même sur de la gastronomie, 3 étoiles Michelin, d'autres chefs qui peuvent aussi nous aider à créer et à, on va dire, comprendre leur philosophie et aussi leur pairing dans leur plat. Véritable changement d'ambiance, le Gustave nous emmène dans le passé pour un moment de détente et de dégustation, à l'image d'un salon du XVIIIe siècle. Chaque personne qui dépasse cette porte, elle doit vivre l'expérience Gustave. Donc le Gustave, c'est un bar inspiré de la Belle Époque. Donc la Belle Époque qui est très ancrée dans l'histoire de l'hôtel Hermitage. Et donc nous souhaitons faire revivre cette expérience avec une vision contemporaine du cocktail. Avec cette nouvelle adresse, la Société des Bains de Mer embellit son patrimoine et continue de nous surprendre. Mais on ne vous dévoile pas tout, libre à vous de vous laisser transporter dans l'ambiance Gustave. À Monaco cet été, une nouvelle façon de découvrir la principauté. Jusqu'à mi-août, des visites patrimoniales inédites sont proposées au grand public pour partir à la rencontre de l'histoire et du patrimoine monégasque le temps d'une balade guidée. À l'origine de cette initiative, Françoise Gamerninger, le directeur des affaires culturelles. Nous l'écoutons. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis de longues années, car ces visites font partie de la découverte du patrimoine monégasque, aussi bien du point de vue de l'histoire que du point de vue de l'architecture. Donc j'ai confié à l'Institut du patrimoine, dont c'est la mission, d'organiser cette découverte une fois par semaine, en alternant les langues, puisque ça sera une fois en français, une fois en anglais. Et les 2 premiers quartiers que la population et les touristes vont pouvoir découvrir, c'est le quartier de Monaco-Ville, bien évidemment, et puis le quartier de Monte-Carlo, relié désormais aussi à Mare Terra. Tout se passe à l'extérieur, puisque les visites sont assez longues. Nous avons engagé 2 guides professionnels qui donc présenteront les éléments du patrimoine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le fonds a été préparé par l'Institut du patrimoine. Donc c'est un fonds historique, agréé. Il n'y aura pas de fantaisie possible sur la présentation. Pour s'inscrire à ces visites, on va sur le site culture.mc et puis il y a les points de rendez-vous et la déambulation se fait à pied. La nouvelle saison du théâtre du Fort Antoine a débuté ce mardi avec la pièce Dissonance Jeanne d'Arc de la compagnie niçoise Dire Dire. Alexandra Pani, Lionel Bernardi et Hugo Comassa vous la présentent. Le Festival du Fort Antoine a démarré pour un mois de culture ouvert à tous. Un départ en fanfare avec une pièce à la scénographie originale. Dissonance Jeanne d'Arc reprend le principe d'une émission radio sur le thème de la pucelle d'Orléans, mais pour aborder des sujets bien actuels. C'est une fausse émission de radio style France Culture, donc on joue le fait que c'est enregistré en direct sur Jeanne d'Arc avec un journaliste et ses invités. Donc il a un panel d'invités assez étonnant. Il y a un vrai prêtre, il y a une dessinatrice LGBT, il y a un historien. Tous ces gens-là sont un peu comme une photographie de la France, un peu des tensions dans lesquelles nous sommes. Et bien évidemment, le sujet de Jeanne d'Arc n'est pas innocent, puisque ça questionne l'identité française, la femme sorcière, donc il y a tout un pan, et la mystique. C'est les 3 Jeannes, en fait, il y a 3 figures de femmes autour de cette table qui incarnent une figure nationaliste, puisqu'il y a un avatar de Marion Maréchal Le Pen, qui est Marion Maréchal Le Gouem, cette mystique et cette dessinatrice LGBT. Il y a marqué quoi à identité nationale ? Lapin peut-être ? Non, il y a écrit français. Et ça, ce n'est pas une réalité, alors non, c'est pas une réalité charnelle, c'est pas la réalité d'une histoire. Née d'improvisation, cette création brouille les frontières entre réalité et fiction, entre personnages et interprètes, pour surprendre et éveiller la curiosité. Le public monégasque semblait conquis. Et bonne nouvelle pour ceux qui auraient raté cette représentation, la pièce a été achetée par le Théâtre Michel à Paris pour janvier 2027.
En bref, dans le contexte actuel, la mairie annule 2 animations au marché de la Condamine, l'apéro musical prévu le jeudi 2 juillet à 18h30 et la soirée USA du samedi 4 juillet à 19h30. En revanche, l'événement Oushkaratou, le carnaval d'été du Rocher, organisé le vendredi 3 juillet à partir de 18h30 à Monaco-Ville, est bien maintenu, tout comme le lancement des animations estivales au Larvoto prévu le jour même. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. L'exposition estivale du Grimaldi Forum met à l'honneur l'automobile et Monaco. Véhicules d'exception et archives inédites y sont réunis pour retracer plus de 130 ans d'histoire. Ce mardi, le prince Albert II a arpenté les allées de cette rétrospective au cœur de la principauté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et ce sont également les photos de fin de journal de Manuel Vitali. À suivre, la météo d'Alexandra Pagny. Ce journal est terminé. Je voudrais passer un message personnel et dire bonjour et bienvenue à Marco, qui est mon premier petit-fils. Il est né ce mercredi. J'en profite pour embrasser les heureux et nouveaux parents. On se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Portez-vous bien. Au revoir. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces prévisions météo. Demain, le soleil brillera sur l'ensemble de la principauté. Du matin jusqu'au soir, le ciel restera parfaitement dégagé. Les températures iront de 25 à 32 degrés. Une journée chaude mais agréable accompagnée d'une légère brise marine qui apportera un peu de fraîcheur. Et puis le 2 juillet, nous fêterons les Martiniens. Bonne soirée à tous sur Monaco Info.